Tu commences, Frédéric ou... Vas-y. Alors, je commence. Donc, Dorothée Bernard, coordinatrice protection sociale complémentaire. Donc, je m'occupe des dossiers concernant la prévoyance, la retraite et la complémentaire santé. Frédéric Hull, donc je suis responsable des systèmes d'information de l'AFNOGEC, donc j'ai été chargé de mettre en place donc, la calculette que vous allez voir ce matin. Jean-Philippe Regard, à Conseil. Je suis le conseil des commissions paritaires au niveau de l'actuariat prévoyance et je travaille dans le cadre de ma mission assez régulièrement avec les gestionnaires des régimes puisque je vais dans le cadre des audits rencontrer les équipes, donc Uniprévoyance, j'y vais régulièrement, Pislou, Mercer aussi, donc voilà. Donc j'ai la partie technique et j'ai la partie aussi un petit peu pratique, connaissant entre guillemets les gestionnaires. Alexandre Chrétien, juriste en droit social à la FNOGEC et je m'occupe en partie du développement de l'application sociale dont on va parler aujourd'hui dans le cadre de la calculette prévoyance. On travaille en lien avec le pôle système information de la FNOGEC représenté par Frédéric aujourd'hui. Geoffrey Delonardis, référent technique prévoyance au sein de Mercer. Donc, le rôle, c'est d'épauler les centres de gestion dans la gestion des contrats prévoyance, donc, dont l'Urogec, donc représenté par Pislou aujourd'hui, et également les services commerciaux dans le cadre des mises en place d'avenants ou mises en place tout simplement. Paula Hurtaud du groupe Mercer, également référente prévoyance. Elle n'avait pas d'autre chaise. Téléphone, on a... Alors, connecté, on a Uniprévoyance. Donc là, c'est donc Madame Caroff. Virginie Caroff, responsable de gestion au sein de Prévoyance. Estelle Rouquette, au service prestation, direct. Piron, responsable du service prestation. Ah. Madame Riot, Udogec 35, Rio, Udogec 35. Pardon, oui, bonjour. Donc, nous sommes tout le pôle donc, social de l'Udogec 35. Donc, il y a... vous nous voyez? Non, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Bon, donc, on n'arrive pas... Pourtant, on a mis la caméra, alors je ne sais pas ce qui se... On a dû faire une mauvaise manip, je ne sais pas. On vous entend très bien, donc nous sommes... Bon, donc, Rodin Rio, donc je suis la responsable du pôle juridique et social, et puis je vais laisser mes collègues se présenter. Marie Guadibo, donc du coup, service social. Brigitte Krauss, social. Wendy Pina, service social. Anne-Marie Crétin, service social. Voilà. Merci. Monsieur Poyardon, pour un plomb. Oui, Thierry Poyardon, référent produit de paye à Plomb. Merci. Donc, Madame Musset. Donc, Evelyne Musset, responsable administratif et financière, donc un établissement avec 60 salariés. D'accord. Monsieur Odor. Hervé Odor, donc responsable du service juridique de l'ASREC Centre en compagnie de Rachel Le Corollaire, qui est une collaboratrice du service paye du service de l'Urogec Centre. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup. Alors, en introduction, je vais juste vous rappeler un peu la philosophie du dispositif qu'on a mis en place. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est de vous présenter la calculette prévoyance, donc il y a un outil paritaire, que nous allons utiliser via le module social de la plateforme Isidore. Donc le module social, il y a deux objectifs, donc on appelle aussi l'application sociale, qui a deux objectifs, c'est l'administration du personnel et la gestion des ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire une démonstration avec un cas pratique de l'utilisation de la calculette. Donc nous allons partir du point de départ qui est l'arrêt maladie, ensuite le calcul du maintien de salaire employeur, le calcul de l'indemnité prévoyance. Donc pour précision, la calculette ne va traiter que l'incapacité prévoyance, donc on ne parle pas encore de l'invalidité, et on est sur une indemnisation à 95% du net. Donc ce que nous attendons de vous en tant que membre du groupe test, c'est que vous testiez cette calculette sur environ un mois, une fois qu'on vous a renvoyé les codes, avec des cas réels si possible. Évidemment, en parallèle, vous continuez la procédure classique.
Que vous nous fassiez remonter du coup vos remarques, vos observations, vos pistes d'amélioration, vos difficultés. Voilà. Et donc du coup vous allez voir en fait quand on va vous faire une démonstration que les données qui sont remplies dans la calculette vont générer un PDF qui ensuite devra être envoyé à l'assureur. Mais dans la phase test, la FNOGEC va servir de passerelle, donc vous allez nous envoyer à nous le PDF et nous l'enverrons aux assureurs qui sont présents au groupe test. Non, c'est bon, là, attends pas tout de suite. Du coup, je voulais savoir si c'était clair ou pas, si vous aviez déjà des questions dans un premier temps. Non, c'est bon. Bien. J'en ai juste une. C'est Geoffrey Leonardis, Mercer. Je pose juste la question, est-ce que cette calculette, donc on est d'accord, elle est en complément de la déclaration d'arrêt de travail? C'est-à-dire vous faites quand même votre déclaration d'arrêt de travail, avec les éléments qu'il faut bien, et en parallèle, les éléments que vous avez pré-calculés quelque part. Alors, en fait, on va essayer de joindre les deux. L'objectif, c'est essayer de joindre les deux et donc de faire un formulaire de déclaration unique pour tous les assureurs, mais évidemment avoir si toutes les données. Mais c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on a bien toutes les données. C'est l'objectif justement là de la démonstration. Ok. Donc là, juste un petit rappel de contexte. Donc là, merci. Donc juste au niveau des textes, bon ça vous connaissez par cœur. Donc il y a la convention relative au régime de prévoyance, le protocole de 2014 qui amène l'indemnisation à 95% du salaire net. Certains dossiers individuels, en fait, ont remonté à la commission, ont mis en avant qu'il y avait des disparités de situation, parce que tous les salariés n'avaient pas 95% du net. Mais ces disparités s'expliquaient, puisqu'en fait, les paramètres du calcul des indemnités n'avaient pas été fixés pour tous les assureurs. Donc, du coup, les assureurs utilisaient, ce qui est tout à fait compréhensible, leur taux de charge pour le passage du brut au net, la GMP et puis l'intégration de la cotisation santé différente. Donc, face à ces constats de disparité de pratiques, la commission paritaire a mandaté un cabinet, un prestataire, donc le cabinet Focus Pay, pour qu'il dresse un état des lieux des pratiques existantes et pour qu'on mette en avant des préconisations pour avoir des règles uniques d'indemnisation. Donc, au niveau du calcul de l'indemnité prévoyance, l'outil qui a été mis en place, c'est la calculette prévoyance, qui est un outil paritaire. Et donc ensuite, qui dit règle unique, là tu peux changer aussi, merci. Il fallait également avoir des règles uniques au niveau du calcul du maintien de salaire. Donc là, comme vous le savez, les règles ont été simplifiées, puisque depuis le 1er septembre 2017, il y a une seule indemnisation à 100%, et puis ensuite c'est directement le relais de la prévoyance à 95% du net. Donc aujourd'hui, du coup, là on va directement, donc du coup là on va vous faire une démonstration maintenant, directement, dans l'application sociale. Donc là sur le contexte... Le contexte, voilà, le contexte il est là. C'est clair pour tout le monde sur le contexte? Oui. Ouais. Si j'ai juste une petite question, il y a quelque temps, quand au lancement du projet, il était question que cette calculette, elle vienne s'intégrer dans l'outil de gestion de l'assureur. C'est plus le cas de ce que j'entends. Pas dans la première phase. La destination des écoles. Enfin, ce serait donc la destination des gens qui font la déclaration. En fait, on va vous expliquer le schéma. Là, justement, c'est la prochaine slide. On va vous expliquer le schéma. On va vous proposer. Tel qu'on l'a vu pour l'instant, en revanche, ça peut encore évoluer. Voilà, exactement. Qui a un modèle d'une phase test, mais qui peut évoluer. Donc, je reprends le relais. Donc, la solution, en tout cas, le schéma que nous avions imaginé est celui-ci. Donc, un établissement scolaire qui souhaite faire donc une déclaration donc d'un sinistre va donc remplir donc un formulaire unique via donc son logiciel de paye qu'il utilise ou un logiciel de gestion de ressources humaines comme celui qu'on va vous montrer juste après qui se trouve dans la plateforme Isidore. Voilà, donc le moyen le plus simple, celui qui est utilisé aujourd'hui par l'établissement, c'est surtout de s'appuyer sur son logiciel de paye ou logiciel de RH. Ce qu'on a prévu, c'est que ces logiciels s'appuient donc sur la fameuse calculette donc mise en place par la branche, par la commission paritaire, donc Prévoyance, donc qui se trouve dans le nuage, donc c'est invisible pour l'utilisateur final.
Hein, donc il y a simplement donc, un échange d'informations entre donc, le logiciel de paye, hein, que l'on verra juste après, et donc cette calculette qui est dans le nuage. Et en retour, un formulaire donc, au format PDF est retourné donc, à l'utilisateur et qui contient donc, toutes les informations du salarié, mais également le calcul qui a été fait de façon automatique. Hein, donc les indemnités en fait, sont calculées automatiquement et sont retournées à l'utilisateur au niveau de son logiciel de paye, au RH. Ensuite, donc, ce formulaire est envoyé donc, à l'assureur avec l'ensemble des informations. Donc, c'est ce qu'il faudra vérifier avec vous, c'est que toutes les informations dont vous avez besoin habituellement se retrouvent bien dans ce formulaire. Actuellement, donc, dans l'évolution du projet que nous avons commencé il y a quelque temps, pour l'instant, donc, la partie calcul se fait bien donc, de façon automatique. Là, en revanche, on est en train de finaliser ce formulaire puisqu'elle a été validée par la commission paritaire donc, la semaine dernière. D'accord. Donc là, on est en train de finaliser ce formulaire, donc il ne faudra pas hésiter à nous dire s'il manque des informations. C'est la finalité du... Voilà. C'est ça. Quand juste, si on pouvait rajouter assureur, là, gestionnaire, parce qu'en fait, Mercer n'était pas assureur. Oui. Voilà, c'est juste pour... C'était générique, mais effectivement. D'accord, ok. Ok. Donc voilà pour le principe général. Donc, pour la question de Madame tout à l'heure, en effet, c'est vrai qu'au début, on avait imaginé que l'assureur pouvait également accéder donc, à la calculette, hein, donc d'avoir une petite flèche entre l'assureur et la calculette pour qu'il puisse calculer de la même façon que l'établissement les informations. En revanche, on a jugé que ce n'était pas forcément utile puisque toutes les informations se trouveraient dans le formulaire PDF. C'est même vous qui avez, ce sont les établissements qui ont les données quelque part. Voilà, et donc ce qui vous intéresse à la fin, c'est vraiment le calcul final, qui est le calcul de référence de la branche. Hein. Frédéric? Oui. C'est Herbert. Question, le flux d'éléments envoyés par l'établissement scolaire vers la calculette et le retour, c'est un flux qui est instantané, immédiat? Tout à fait. Donc en fait là donc là on utilise les standards du marché. Hein, au niveau des données salariés, donc c'est un flux avec des informations au format XML. Hein, donc c'est ce qu'on utilise. D'ailleurs ce que vous utilisez déjà au niveau de la FREC pour dialoguer avec d'autres outils, notamment de la FNOGEC comme indice, etc. Donc là c'est le même principe. Hein, donc c'est des données au format XML qui sont envoyées donc à un web service, hein, qui se trouve dans le nuage. Et au retour, donc c'est un PDF qui est retourné au logiciel de paye. Donc ça c'est instantané. Ok. Donc voilà, et puis donc là après, c'est la voie habituelle. En revanche, entre l'établissement, c'est vrai qu'à la guerre la flèche, on aurait dû la mettre entre l'établissement et l'assureur. Hein, donc c'est l'établissement qui envoie donc le formulaire PDF à l'assureur ou au gestionnaire. Hein. D'accord. Donc cet envoi, il a lieu à la déclaration du sinistre. Oui. Pas à chaque fois qu'on a une poursuite d'arrêt de travail. C'est uniquement la première fois. Oui. À l'ouverture. À l'ouverture, oui. Ah, d'accord. En fait, on calcule les paramètres du dossier. La calculette renvoie logiquement des paramètres du dossier. Tout à fait. D'accord. Donc c'est fait à la déclaration de l'arrêt de travail et pas au moment où l'assureur doit agir. Non, oui, voilà. C'est fait. Si la déclaration est faite après le maintien de salaire employeur. Oui, mais... S'il y avait intervention du contrat. En fait. Voilà, s'il y a intervention du contrat. Exactement. D'accord. Ok. De toute façon, là, on va. C'est bon, on monte là direct. Je sais pas s'il y a encore des autres questions, parce que là, c'est important quand même ces diapos. D'accord. C'est bon. Donc là, tu penses avoir répondu? Ouais. Oui. Donc là, on va vous faire une démonstration avec un cas, justement, de salarié cadre, et donc sur l'application sociale. Donc quand même, pour expliquer, lorsqu'on parle de logiciel de paye ou RH, donc il y a 2 phases de test qui sont prévues. Hein, oui. Celle qui démarre aujourd'hui, c'est celle donc, qui concerne l'intégration de cette fameuse calculette prévoyance à l'intérieur de l'outil social qui est proposé aujourd'hui par le collège employeur, hein,
qu'on appelait outil social, et la plateforme s'appelle Isidore. Donc là, les tests vont démarrer à partir d'aujourd'hui, en même temps que la finalisation donc, du document PDF. Hein. Donc là, on espère donc terminer cette phase de test donc, fin novembre. Et dans un deuxième temps, donc, les éditeurs de paye donc, seront informés, hein, qui sont habituellement travaillent pour les établissements scolaires aujourd'hui, donc seront informés donc, des informations techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir dialoguer avec cette calculette prévoyance. Hein, donc pour l'instant, c'est nous qui faisons le test à partir du logiciel que l'on met en place dans tous les établissements scolaires. Et dans un deuxième temps, donc une fois que ça sera bien finalisé, donc les éditeurs de paye auront les informations techniques pour pouvoir se connecter également à la calculette. C'est tous les établissements scolaires ou c'est quelques établissements qui ont été choisis pour la phase test? C'est ceux qui sont présents. Non, oui, présents. c'est que quelques établissements. Ceux qui sont présents, hein. Oui. D'accord. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, et notamment pour Aplon et la SREC? Oui, c'est clair. Désolé Hervé, j'avais pas le nouveau logo de la SREC, donc pour l'instant il y a eu Euroject Centre. Et je vois ça. Donc voilà, pour le principe. Est-ce que ça vous semble clair, ces deux phases? Oui. 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 Ok. Donc là, on va essayer de faire la démonstration à partir donc, du logiciel social de la plateforme Isidore. Donc je vais couper le diaporama et donc je vais essayer de partager mon écran pour vous faire de démonstration. Donc là, j'arrête le partage. Alors, partager une fenêtre. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Voilà, c'est bon. Non, moi c'est chargement en cours. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Très bien. Pas pour moi. Quand ça marche l'informatique, c'est magnifique. Donc j'attends que tout le monde voit l'écran avant de démarrer la démonstration. C'est bon pour tout le monde? Non. Par contre, l'image est toute petite, c'est normal? Vous pouvez agrandir normalement. Hein. Vous avez donc normalement un bouton pour agrandir l'écran et ne plus voir nos têtes. Oui, non, mais on ne voit pas les têtes, mais l'appli c'est assez petit, on ne voit pas bien les... Normalement, vous devez avoir une petite flèche pour agrandir l'écran, pour agrandir le bureau. Oui, ça y est, ok. Moi j'ai toujours chargement en cours, alors... Ouais, je pense que c'est dû à votre connexion Internet. Bon, je vais quand même m'identifier. Je prendrai sur mesure. Donc là, chaque établissement donc, a un code d'accès pour utiliser donc, cette application sociale. Donc là, c'est la page d'accueil de la plateforme Isidore. Hein, donc je vous montre simplement comment ça fonctionne. Voilà, donc sur la plateforme Isidore, donc chaque établissement a accès donc à plusieurs modules, hein, donc des modules de gestion, des modules liés à l'immobilier, mais également donc le module social qui permet donc pour l'instant d'être en lien avec la calculette prévoyance. Hein, donc ça c'est la page d'accueil de l'outil social. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez la page d'accueil? Oui.
D'accord. Non, moi j'ai un informaticien qui va intervenir parce que là, j'ai rien du tout. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est couper votre caméra éventuellement pour gagner en bande passante. Je n'ai pas de caméra, donc. Ah, d'accord. C'était qui Bon, c'est pas grave, de toute façon, on pourra vous envoyer la vidéo. Oui. Oui. C'est enregistré. Hein, donc voilà, donc ça c'est la page d'accueil de l'application sociale. Donc on a actuellement donc une liste de salariés. Voilà. Hein, donc c'est un dossier de test, hein, donc ce sont des tests d'informaticiens, donc ce ne sont pas forcément des cas réels, donc je préfère prévenir. Donc en principe, donc ce que va faire l'utilisateur lorsqu'il va démarrer donc ce processus de déclaration de sinistre, c'est donc d'abord de créer un événement maladie, hein, pour indiquer que la personne est malade. Donc je vais prendre porte, toc, donc je choisis un salarié. Ensuite, j'indique quel est l'événement correspondant. Donc là, c'est une maladie. Je choisis les dates. Voilà. On peut mettre éventuellement des pièces justificatives et un détail. J'enregistre. On pourra revenir dessus après, hein, si vous voulez, pour les personnes qui vont démarrer le test. Pas simplement pour montrer globalement déjà la démarche générale. Voilà, donc là, mon événement en a bien été créé. Donc maintenant que l'événement a été créé, je vais donc lancer donc la calculette. Donc j'avais choisi un utilisateur qui est Claire de Lune. Calcul droit à indemnisation maladie. Voilà, donc là en fait j'avais créé des événements pour ce salarié. Alors tu peux peut-être décrire l'écran, Dorothée? Oui, alors donc là on est dans la phase maintien de salaire employeur. Donc on a la date du début de l'arrêt, la date de fin, pour ce cas pratique, la durée donc du nombre de jours, l'ancienneté. Voilà, pour l'ancienneté, pourquoi c'est 0? On va lui en mettre par donc après le nombre de jours maximum indemnisé, donc ça on rappelle les règles conventionnelles. Donc là du coup si c'est 40, c'est le salarié a une ancienneté entre un an, c'est un an. Plus d'un an, oui. Oui, non, le 0 là. Oui, donc ensuite le nombre de jours indemnisés, on a le calcul. Là, t'as 0. Bon, on devrait. Si tu descends cette absence va être indemnisée de façon. Voilà. Donc là, on a le nombre de jours. Donc là, on part du principe qu'il a été indemnisé à 100% pendant 40 jours. Et donc, du coup, maintenant, il y a le relais de prévoyance pour, apparemment, nombre de jours indemnisés, 26 jours. Donc, on met calcul prévoyance. Et là, on arrive sur la calculette. Donc, les informations dans la calculette, c'est donc les 12 mois. Parce que je ne sais pas si tu peux le faire défiler. Le salaire, le PMSS. Donc là, on est parti que sur du 2017. Le salaire brut et les taux de charge, donc TATB. Sachant que le taux de charge TATB sera validé annuellement par la commission paritaire. Pour que, du coup, tous les assureurs aient exactement le même taux de charge. Pour la santé, donc là, on inscrit la cotisation de santé. Puisque on l'a fait au mois le mois, puisqu'on peut très bien avoir des cas de dispense et puis un salarié qui en cours de mois finalement s'affilie. On a également aussi des réductions tarifaires, on n'a pas les mêmes cotisations pour régime général et régime Alsace-Moselle, donc du coup c'était plus simple de faire vraiment le réel. Et la GMP pareil. Alors une petite précision quand même, donc en ce qui concerne les taux de passage du brut au net. Pour 2017, ils ont été arrêtés à 23,45 pour la TA et 20,60 pour la TB.
Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'est fait le calcul de passage du brut au net. Ensuite, en ce qui concerne la complémentaire santé, ce qu'il faut indiquer dans le cadre de la complémentaire santé, c'est l'obligation conventionnelle. C'est-à-dire qu'on est sur le régime de base, on n'est pas sur le coût de la complémentaire santé éventuellement optionnelle qui aura été prise soit à titre facultatif par le salarié, soit à titre obligatoire par l'établissement. Hein, le principe du net, puisque c'est quelque chose qu'on enlève, on enlève et on compense pour tout le monde la même chose. C'est-à-dire que celui qui aurait une complémentaire santé à 35 €, on ne va pas lui compenser 35 €. On va compenser 18,79. Là, c'est l'exemple, le régime général classique. Donc, effectivement, les établissements qui sont dans le régime local, ils ont une spécificité. Et ceux qui ont une complémentaire santé réduite aussi, on ne va pas leur rembourser 18,79 € s'ils sont à la cotisation réduite de 9,40 €. Donc, ce qui est clair, c'est que on est bien, dans le cadre de la complémentaire santé, sur les minimums. Ah, pardon. Juste une question au niveau des, au niveau des salaires. Donc là, on voit bien que c'est dynamique. En fait, on part bien des 12 derniers mois précédents, l'arrêt de travail, jusque-là, pas de problème. Au niveau des salaires, alors là, je parle sous le couvert de Pislou. Hein. Normalement, en prévoyance, on est censé effectivement maintenir un niveau de vie pour la personne, en fonction d'un taux contractuel. C'est la raison pour laquelle, quand il y a une absence pour maladie au cours des 12 derniers mois, on est censé rétablir le salaire. Est-ce qu'il rétablit, est-ce qu'il tient compte déjà des salaires réellement perçus ou est-ce qu'il rétablit les salaires? Et je pense qu'UniP doit avoir le même sujet. On est d'accord. Oui. Là, en fait, dans le tableau, comment sont calculés les PMSS, le salaire total brut, etc. Je pense que c'est ce qui est intéressant. Alors, le PMSS, normalement, ce sont des informations qui devraient sortir, ça, logiquement, idéalement, du logiciel de paye. Donc le PMSS, c'est bien le PMSS du mois qui correspond à la fiche de paye, et le brut, c'est bien le brut du mois qui correspond à la fiche de paye. Donc on est bien sur... Donc le brut rétabli quand il y a un arrêt maladie. Voilà, si le salarié était en arrêt. C'est les 12 mois précédents, oui, mais si sur un mois précédent, la personne était en arrêt de travail, c'est ça la question. C'est là le sujet. Le brut, c'est bien le brut rétabli. Ça ne peut pas être autre chose, puisque c'est bien ça qui sert de base à l'indemnisation. Exactement. D'où ma question en fait, parce que sur les anciens formulaires, je ne sais pas si c'était pour le cas pour Uniprévoyance, mais on prévoyait bien effectivement le salaire entre guillemets réellement perçu et ensuite le salaire rétabli. Comme ça, on voyait si le rétablissement avait été fait. Mais sinon, souvent on le constate parce qu'il y a un trou tout simplement dans le truc. Mais si c'est rétabli, il n'y a aucun problème. Donc peut-être à préciser. Peut-être à préciser. Pour le PMSS, là, c'est bien le plafond en fonction de la situation du salarié. Donc là, j'en déduis que c'est un salarié à temps complet. Oui. D'accord. Donc si c'est un salarié à temps partiel, il faut le réduire. Alors, quid des salariés multi-employeurs? Est-ce qu'on le réduit au prorata du temps ou au prorata des salaires? C'est le problème qu'on a actuellement avec les organismes de retraite. Oui, c'est une vraie question, ça. Moi, j'aurais tendance à dire au prorata des salaires, hein, pas au prorata du temps, ça paraît plus logique. Parce que le plafond, lui, il est calculé par rapport à un salaire, ça fait référence à un salaire, ça fait pas référence à un temps. Le plafond de la sécurité sociale, il n'est pas au temps. Il est à un montant. Donc moi j'aurais tendance à dire au montant. Mais quand on pratique le linéaire pour les multi-employeurs, on est bien au temps. Alors ça c'est encore autre chose. Non. Bah, la cotisation maladie, elle va être sur le linéaire. Enfin, dans la calculette pour l'indemnisation, c'est forcément en fonction de l'indemnisation, donc c'est forcément au montant. Après,
Le prorata de PMSS doit correspondre au salaire, enfin, au prorata de salaire. La notion de temps n'intervient pas dans l'indemnisation, dans le calcul. Mais à quoi il sert le PMSS là dans le tableau? À éclater la tranche A et la tranche B, tout simplement. Ah donc les taux de charge ne sont pas les mêmes. Hein. La colonne qui s'appelle salaire brut TA et TB, elle est calculée, elle n'est pas à donner. Exactement. Elle est automatiquement calculée. Tout à fait. Voilà, donc dans l'outil social, donc, du coup, dans le plafond, il faut bien tenir compte du plafond qui est calculé par l'établissement. Donc, si on est sur un salarié multi-employeur et qu'on pratique le prorata sur les salaires, c'est bien un plafond au prorata sur les salaires qu'on doit vous donner. Sinon, vous n'allez jamais restituer la tranche A et la tranche B telle qu'elle est calculée sur le bulletin. Bah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc là, Thierry, en fait, donc, pour les éditeurs de paye, donc là, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est comment on intègre cette calculette dans l'outil social, donc qui n'est pas un logiciel de paye, hein, donc c'est un logiciel plutôt RH. En revanche, ça sera différent pour vous, où là, vous avez forcément toutes les informations concernant les salariés. Hein, donc là, ce que vous voyez dans le tableau, ce sont les données en fait que vous allez envoyer à la calculette dans le nuage. Justement, donc moi je comprends que j'ai une position un petit peu particulière en tant qu'éditeur de logiciels puisque je pourrais pas tester des cas réels puisque moi j'ai pas de cas réels, hein, je suis pas le pratiquant. Par contre, moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui est fait par derrière pour savoir ce que je dois remonter moi de mon côté. Tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie des informations techniques qu'il faudra qu'on te donne, qu'on vous donne aux éditeurs, avec ce qu'on attend comme données de base. Pour pouvoir. Mais le plafond, c'est quand même important. C'est quelque chose à ne pas négliger parce qu'aujourd'hui, c'est les litiges qu'on a avec Humanis, ça vient de là et notamment avec les salariés multi-employeurs. Et ça, c'est un réel souci. Donc ça, c'est une question. Il faudra bien se poser la question qu'est-ce qu'on fait de ce plafond, qu'est-ce qu'on remonte quoi. Mais aujourd'hui, au niveau de l'éditeur de paye, comment il est fait le prorata? C'est l'utilisateur qui programme son plafond en fonction de chaque salarié. Donc aujourd'hui, un salarié qui est payé par plusieurs employeurs, il peut être traité comme s'il était mono-employeur et donc on ne voit pas le second employeur et donc du coup on pratique un prorata sur le temps de travail, donc au prorata du temps. Mais on peut aussi intégrer le salaire de l'autre employeur et dans ce cas-là, on applique un prorata qui est fait au niveau des salaires versés et non pas au niveau du temps. La loi, de toute façon, elle prévoit ça. Hein. Elle prévoit non, si c'est une possibilité qui est offerte, à partir du moment où on ne peut pas être directif sur le sujet, Thierry, et ou si c'est une possibilité qui est offerte à tout établissement, il faut la respecter, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui m'importe dans le calcul, c'est qu'effectivement, le PMSS qui apparaît en première colonne corresponde au salaire qui est dans la deuxième. Voilà, c'est même, donc, ce qui est sur la fiche de paye, c'est même, on va dire, un petit peu plus compliqué que ça, si vous voulez. Je crois que c'est Madame Musset qui a posé la question du linéaire tout à l'heure. Il faut savoir que la FNOGEC a passé un accord il y a très très longtemps avec l'ACOS pour dire que quand on avait des salariés multi-employeurs, le calcul qui était fait pour l'URSSAF uniquement, c'était de prendre le plafond en fonction de la part, si vous voulez, l'État va calculer sur sa fiche de paye État le plafond et nous, on va se servir du complément État pour arriver au plafond. C'est ce qu'on appelle le linéaire. Donc, le calcul de l'URSSAF dans ce cas-là, il est différent des autres organismes, du calcul qu'on fait pour la retraite et pour les autres organismes sociaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger puisqu'il y a des régions de France où l'URSSAF va accepter la notion de linéaire, hein, de complément de la tranche A par rapport à celle qui est calculée par l'État, et il y a d'autres régions où ils ne vont pas appliquer le linéaire. Par exemple, ici en Île-de-France, vous avez des contrôleurs URSSAF qui disent mais faites le complément par rapport à l'État. Donc ça aussi, c'est une donnée qu'il faudra pas négliger. C'est pas si simple que ça, le calcul du plafond.
pour la partie. Pour la partie En fait, pour résumer, la tranche A et la tranche B qu'on va calculer pour l'URSSAF va peut-être pas être la même pour les autres organismes. Il y a des enseignants qui cumulent, c'est-à-dire qu'ils ont une activité objet aussi. Ouais, c'est ceux qui ont deux activités. Oui, c'est ça. Ben, c'est les enseignants qui sont payés par l'État et que vous retrouvez dans les établissements. Statut de droit public, voilà les deux. Leur incapacité. Bon, on a deux statuts comme ça, comment ça se passe? Ah bah il y a deux dossiers. Deux dossiers. Ah bah oui, il y a deux dossiers, ça. Bon. Donc on a noté Thierry. Ouais, on a noté pour multi-employeur. Ouais. Voilà. Donc je continue la démonstration. Donc là, une fois que le tableau a été renseigné, donc pour vous, éditeur de paye, donc ça sera évidemment calculé automatiquement par votre logiciel. Donc c'est ce que vous allez transférer donc, à la calculette. Alors, j'ai pas très bien compris, pardon, j'ai pas très bien compris le complément santé, parce que je vois que ce sera à terme à l'éditeur à le fournir. Donc là, on indique quoi? On indique c'est la part salariale. 18,79, c'est la part salariale, ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est la part salariale du contrat EPP santé, c'est-à-dire que si un établissement n'a pas pris ce contrat-là, et qu'il a un autre contrat de complémentaire santé différent, il faudra mettre 18,79, c'est ça? Bah là, on a envisagé le cas qu'avec les recommandés. En fait, on n'a pas envisagé le cas. D'accord, mais vous avec, avez aujourd'hui des établissements qui n'ont pas suivi les consignes, hein? Oui, on sait, mais là. Là, comment dirais-je, le principe qui est acté, c'est effectivement de faire le calcul pour les établissements qui sont dans la recommandation et en santé et en prévoyance, et utiliser au niveau, comment dirais-je, au niveau du montant, la part salariale, ce que je disais tout à l'heure, minimale. C'est-à-dire que si un établissement a fait le choix d'aller au-delà, au niveau de l'obligatoire, par exemple, de dire je suis plus sur la base, je suis sur l'option 2 ou sur l'option 3, restez à 18,79. La seule chose, c'est que les 18,79 se transforment en 11,28 dans le cas du régime local, puisque la cotisation est faible, et les 18,79 et les 11,28 se transforment en 9,40 et 1,88 pour les cotisations réduites. Voilà, c'est ça. Si effectivement la personne est dans un cas de dispense, parce qu'il peut y avoir un cas de dispense, à ce moment-là, le montant est à 0. Et je vais dire, dans un cas où l'établissement ne serait pas dans la recommandation, mais c'est pas quelque chose qu'on a évoqué avec la commission paritaire, on verra, moi, dans ce cas-là, je mettrais 0. D'accord. C'est-à-dire que la logique est qu'il n'y ait pas effectivement d'enrichissement par rapport à la complémentaire santé, mais qu'il n'y ait pas non plus de perte pour ceux qui sont en arrêt de travail et qui vont devoir payer cette cotisation santé. Et donc l'idée, c'est de réintégrer la part minimale obligatoire. Voilà, c'est ça le principe. Donc, je vais dire, ceux qui ne sont pas dans la recommandation, j'aurais tendance à dire, bah, on leur réintègre rien, ils sont à 0. Ceux qui sont dans la recommandation, on leur réintègre en part minimale 18,79 ou 11,28, voire 9,40, voire 1,88 ou 0 si la personne est dispensée. Bon, ça fait partie de ces sujets de toute façon qu'il faudra qu'on valide en commission paritaire. Hein, voilà, mais l'idée c'est celle-là. Je ne sais pas si c'était clair. Le maximum, ce sera 18,79. Oui. Pour cette année. Pour cette année. Et l'année prochaine, si vous avez l'augmentation du plafond de 1,50, vous allez être à 19,20 ou 19,30. D'accord. Chaque année, de toute façon, les chiffres qui sont utilisés par la calculette, c'est ce qui vous a été précisé tout à l'heure, seront des chiffres qu'on fera valider en commission paritaire. Donc ils seront validés en commission paritaire en fonction de l'évolution des taux, en fonction de... Voilà. On continue l'intégration de la calculette dans l'outil social. Donc, oui, Frédéric, juste un point pour moi, là, pour être vraiment pragmatique, on voit apparaître ici effectivement à l'écran des éléments financiers, de rémunération. Qui vient saisir ces éléments-là? Si c'est fait, donc si la calculette a été intégrée dans le logiciel de paye,
c'est calculé par vous directement. Voilà, ça se déverse. C'est un flux. En revanche, là, comme je disais, donc l'outil social n'est pas un logiciel de paye, hein, donc on n'a pas forcément donc, les rémunérations mensuelles de chaque salarié. Donc là, l'utilisateur est obligé de les renseigner manuellement. Pour la phase test. Il n'y a pas de lien entre les deux. Pour l'instant. Et l'idée, c'est bien à terme de le déverser donc là, automatiquement. Le but de ce matin, c'était surtout d'illustrer en fait, comment ça pouvait fonctionner dans... Parce qu'en plus, le fait de le déverser automatiquement des fiches de paye, ça évitera la double saisie, ça évitera les erreurs. Vous, en tant que gestionnaire, le chiffre, ce sera le chiffre réel de la fiche de paye. Donc ça, voilà, ce sera confortable pour tout le monde, y compris pour les établissements. Le circuit normal, en fait, ça sera le logiciel de paye vers calculette prévoyance, en fait. Voilà. Ça, le cheminement normal. C'est un double flux. Voilà, donc là, une fois que le tableau est renseigné, donc on doit ici indiquer également 3616. 3616. L'IJ de la sécurité Donc sociale. l'IJ de la sécurité sociale. Brut. Ouais. Voilà. Et une fois que c'est renseigné, donc là, je vais cliquer sur le bouton calculer l'indemnité, donc il va appeler la fameuse calculette prévoyance qui est dans le nuage. Voilà. Et qui me retourne les résultats du calcul. Et donc au final, donc, on a bien notre indemnité journalière assureur qui était calculée automatiquement. Avec les taux de charge, vous voyez, TA, TB, donc ils sont mis. Bon, la GMP, donc là il n'y en a pas, mais si on doit la mettre. Et voilà, c'est juste re-renseigner donc l'indemnité de la sécurité sociale. Voilà, donc là, en brut, et puis elle est calculée de toute façon en net. D'accord. J'avais juste une question par rapport au taux. Parce que là, en fait, en fin de page, en fait, vous calculez sur la base de 95% du salaire net. Ouais. Marie-Pierre, j'avoue que j'ignore complètement. Le taux, il est différent selon le statut. Je parle pour les enseignants et pour les cadres non-cadres, ou est-ce que c'est le même taux? C'est le même pour tous. Non, c'est pas le même. Nous, on est avec des taux sur le brut, comme on travaille pas avec le net. On a 80,06% du brut pour cadre et non-cadre, et on a 88,50% du brut pour les enseignants. Là, on n'est pas enseignant, on traite vraiment que les salariés. Que les cadres non-cadres. Et donc, vous n'aviez pas 95% du net, c'est ça? Non, en fait, c'est avec l'accord d'Apicil, c'est ça qu'on avait mis ces taux-là pour équivaloir aux 95% du net, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, mais en brut, ils sont exprimés en brut. Exactement. Ça équivaut à... À l'époque, oui, alors je sais pas. Du coup, demain, Marie-Pierre, on sera bien sur 4... Enfin, il faudra qu'on revoie peut-être pour faire un aménagement, mais il faudra peut-être faire... Version. Ouais. Parce que du coup, on aura tous les éléments, il faudra avoir avec Apicil comment on gère. Oui, le problème, si vous voulez, il y a une spécificité à Pislou, là je parle sous couvert de Pislou, c'est qu'on est en gestion majoritaire de l'Urogec d'Île-de-France et il y a un accord régional qui va au-delà de l'accord national. Là, dans le cadre de la calculette, on est dans le cadre de l'accord national. Donc on est dans le cadre d'une indemnisation à 95% du net, pas au-delà. Ok. Donc après, les éclatements de flux entre Apicil, Mercer, l'Urogec Île-de-France et le national, ça n'a pas été traité dans la calculette. D'accord. Mais une évolution est possible. Donc justement, c'est pour ça que vous êtes là. Et oui, c'est ça, il va falloir le tenir. Voilà, là, vous voyez le mécanisme, mais après, on peut paramétrer pour que ce soit 100%. Voilà, et même pour éviter les éclatements après d'un côté et de l'autre, tels qu'ils sont faits aujourd'hui en flux de réas chez Apicil. Je pense que c'est pas parce qu'il est marqué dessus. Moi, c'est un cas particulier. Oui. Je pense qu'il y aura effectivement une intervention, une modification au niveau contractuel, c'est rien, c'est un avenant. Mais effectivement, il y a cette particularité sur l'Urogec de France, quoi. D'accord. Donc voilà, donc là c'est le résultat du calcul établi par la calculette. Et là, dans un deuxième temps, je vais pouvoir donc récupérer donc la déclaration unique qui intègre à la fois donc les informations concernant le salarié, mais également les résultats du calcul. Donc pour l'instant, cette déclaration, elle n'est pas encore finalisée. Donc là, je vous montre simplement pour le principe comment ça va se présenter de façon globale. Mais il faudra sûrement qu'on la complète ensemble. Donc voilà à quoi elle pourrait ressembler. Donc là, en fait, donc là, c'est le PDF qui m'est retourné par la calculette, qui sera pré-rempli avec les informations de l'OGEC et du salarié, ainsi que le résultat du calcul qui a été effectué.
Donc, au niveau des informations, on s'est inspiré des formulaires de déclaration de Apicil, Uniprévoyance et AG2R. Donc, on a essayé de prendre les informations qu'on a jugées indispensables, après à voir s'il faut en rajouter ou pas. Quand vous dites Apicil, c'était celui de Mercer plutôt, non? Mercer, oui. Pardon. Ouais, parce que du coup, Apicil, il y a un formulaire standard. Oui. Merci. Donc là, il y aurait les informations donc entreprise, salarié, et enfin, on retrouverait, donc là, bon, on va le mettre après, mais on retrouverait donc le calcul de l'IJC. Avec les salaires, tout, enfin, en fait, En verso. C'est la commission qui a validé les rubriques, oui. Suite au travail qu'on avait fait avec les formulaires des assureurs. C'est un condensé, en fait, un mix des deux formulaires avec toutes les informations. Il y en a que vous avez enlevé, enfin des données, on le vérifiera après à tête reposée. Oui, parce que là, je ne me rappelle plus comme ça. Faudra vérifier, faudra voir, que ce soit vous, que ce soit Virginie, tes équipes chez Unip, faudra vérifier d'abord, si effectivement il manque pas des choses qu'on a passées à l'as. C'est ça, Ensuite, deuxièmement, ce qui rentre dans vos systèmes aussi, parce que Virginie a parlé tout à l'heure du lien entre la calculette, là, on est en amont, hein, on est lien établissement, fiche de paye et calculette. Mais après en aval, il y a bien aussi cette notion peut-être d'aval, d'automatisation ou en tout cas de lien, de transfert de données automatique à terme entre la calculette et les gestionnaires. Il faut savoir aussi de l'autre côté si les tuyaux sont compatibles. C'est-à-dire que est-ce que dans vos systèmes d'information, les informations qui sont là sont susceptibles de rentrer? Ou est-ce qu'il y en a d'autres où il y en a certaines qui ne rentreront pas? C'est vrai dans les deux sens. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on a un espèce de format de sortie qui serait intégrable. Parce qu'en PDF, c'est bien, mais ça suppose de la ressaisie. Non, mais c'est bien pour ça, tu vois où je veux arriver. Voilà. C'est vrai qu'à l'origine, lorsqu'on avait commencé à travailler sur ce projet, donc on avait imaginé donc 2 flux de sortie donc à destination de l'assureur ou des gestionnaires. Donc c'était tout d'abord le PDF qui permet de visualiser assez rapidement donc les informations de ce formulaire, mais également donc un fichier informatique, donc toujours au format XML qui est un format maintenant standard, qui contient l'ensemble de ces informations et qui pourrait éventuellement être intégré par le logiciel de l'assureur. Hein. Et vous voyez, pour moi, pour les audits, ce sera formidable, mes chers gestionnaires, parce que j'aurai un document, POF, qui sera le même chez tout le monde. Donc après, je pourrais vérifier comment c'est traité. Non. Ceci dit, c'est vrai que je pense que d'étudier le format de sortie automatique est une sage décision, parce qu'une fois qu'on a rentré qu'on a tous les paramètres de stabiliser, il faut exclure la ressaisie manuelle. Ah bah oui, non, mais on est d'accord, Virginie. Ouais. Alors après, ça demande un développement chez nous, hein, mais je pense que c'est intéressant à travailler derrière. Chez nous aussi, Virginie, vous inquiétez pas. Je me rappelle la première réunion qu'on avait avec les gestionnaires, hein, c'est un petit peu ça qui a fait bondir tout le monde, quoi, en disant oui, mais est-ce que nos informaticiens vont? Bien sûr. Après, c'est... c'est toujours pareil, c'est les limites du logiciel sur lesquels on liquide nos prestations. Hein. C'est ce qu'il est capable de recevoir autant de flux. Après, ça s'adapte, hein, mais pourquoi pas. Donc là, une fois que le contenu du formulaire donc PDF sera finalisé donc avec votre collaboration, donc ça sera en effet donc un ajout qui sera fait, c'est d'avoir également un fichier qui contient l'ensemble de ces informations et qui pourra être intégré par votre logiciel. D'accord. En parallèle, vous voulez dire? En parallèle, voilà. L'établissement en fait vous enverra PDF plus le fichier qui contient toutes les informations. D'accord. Là, je vois qu'un bout du formulaire, on retrouve bien quand même les paramètres que l'on voyait précédemment sur l'outil. Tout à fait. Donc en fait, en verso donc, du formulaire, donc, on retrouvera le tableau avec les 12 derniers mois et les rémunérations, etc. Voilà. Ainsi que le détail du calcul. Du calcul, ouais. Hein, donc on retrouvera l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran. Voilà. On retrouve le résultat de la calculette. Le résultat et la méthodologie, quoi. Enfin, la méthodologie de calcul, quoi, qui a été. Sinon, c'est pas dans le projet. Hein, donc on retrouvera bien donc, ce tableau. Et même celui du dessus. Et celui du dessus avec les 12 derniers mois et tout. Vous retrouverez tout ça. Voilà. Donc de notre côté, Marie-Pierre et Isabelle, et quand on fera la peer review donc, de ce formulaire, il faudra qu'on exclue, qu'on fasse fi des renseignements qu'on demande pour le personnel enseignant du coup, qui n'est pas visé par ces déclarations. Ah oui. Non, là c'est vraiment pour le salarié. Il va falloir qu'on se mette dans l'optique de
c'est pas pour les Oui, enseignants. après, pour l'instant, on commence par un bout. Hein. Oui, parce que du coup, on procède à. C'est le plus simple, on pose beaucoup de questions. Oui, ouais. Parce qu'on pose beaucoup de questions pour les enseignants. Donc, ouais, Oui, non, mais ça, ok. on est d'accord. Voilà, Donc, maintenant voilà. on a fait le tour de la Ouais. présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que ça semble clair, quoi? C'est vraiment le schéma que l'on a vu tout à l'heure qui est vraiment important, hein, sur le déroulement du processus. Donc là, en fait, on vous a présenté justement tout ce processus. Hein, sachant que dans un deuxième temps, donc ça sera le logiciel de paye qui intégrera donc ce principe. Alors justement, là, on parlait du périmètre. Et vous me disiez que c'était quelques établissements. Est-ce que dans ces établissements, il y a ceux d'Île-de-France? Il y en a certains d'Île-de-France? Non. Non, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas d'Île-de-France. D'accord. Du coup, je sais pas quoi. Enfin, Marie-Pierre, du coup, on ne gère que nous que l'Île-de-France, donc on va pas forcément être. Ah oui. Ça va être compliqué. Pourquoi il n'y en a pas, l'Île-de-France? Pas être volontaire. Voilà, c'était un appel à volontaire. Pour autant, est-ce qu'on peut quand même pas travailler? On va peut-être essayer d'en trouver un. Et établissement puis comme il y a une spécificité à l'Uroject d'Île-de-France, ça peut vous permettre à vous de revenir vers nous par rapport aux questions, à Pislou de nous dire attention, n'oubliez pas ci, ça, et puis à prévoir en amont comment on va éclater les tuyaux. Ouais, je pense que c'est entre la part nationale et la part régionale. Donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir il faut le faire en établissement même d'Île-de-France pour ça. Pour pas qu'on revienne après, genre 5 mois après, on va dire ah au fait non, il manquait ça, il manquait ça. Quitte à faire des développements, on te les faire de conserve avec unité. Ouais. Vous revenez vers nous du coup pour nous donner le nom de l'heureux élu. Donc à suivre pour les assureurs, je vous envoie le formulaire. Et puis pour les établissements, on vous envoie les codes semaine prochaine pour commencer la phase test. Merci. Bon, bah merci bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.